Bonjour, je me présente, Philippe Albert. Je suis né en 1960 et ceci est ma première vidéo. J'ai un cursus universitaire technologique équivalent à une licence. Je suis du sud-ouest de la France, ce qui explique mon accent. Je suis un père de famille alarmé par le devenir de notre planète. Je ne vais pas refaire ici un bilan supplémentaire de l'urgence climatique, ni parler des conséquences du pic pétrolier. Beaucoup de personnes parlent bien mieux que moi de tout cela. Je me situerai plutôt du côté des chercheurs de solutions. Et, vers 2012, j'ai découvert un sujet passionnant, la théorie de la masse négative par Richard Vial. Je vous avoue avoir eu des difficultés de compréhension des notes de Richard Vial, mais j'ai ressenti la grande importance de ce sujet. Cela, deux solutions. Soit on essaye de comprendre succinctement pour vite abandonner, soit on cherche vraiment à comprendre. Je vous laisse deviner la voie que j'ai choisie. J'ai donc décidé de tout reprendre, tout refaire, mais en l'adaptant à ma propre compréhension, et ceci dans le même état d'esprit que Richard Vial, c'est-à-dire en open source. Cela a donné un mémorandum de 300 pages et un hébergement sur un site avec forum qui stocke tous les documents, travaux et expériences. Je me suis donc permis, avec l'autorisation de Richard Vial, de la renommer « Théorie de l'effet Vial ». Comme le sujet est très vaste, je l'ai coupé en 3 parties. Partie 1, généralité. Partie 2, effet mécanique. Et partie 3, effet électromagnétique. J'ai essayé de mettre cette théorie à la portée d'un lycéen, et grâce au forum, tout est mis en place pour apporter tous les outils nécessaires à sa compréhension. Je ne rentre pas dans les détails des calculs dans ce diaporama. Tout ceci est expliqué dans les documents. Mais j'ai voulu rendre ce diaporama interactif. Chaque diapo est numéroté en haut à gauche. Cela permet d'avoir un repère en commun. Vous pouvez ensuite intervenir dans le forum ou me contacter pour poser toutes les questions ou suggestions. Toutes les adresses sont reprises à la fin de cette vidéo. Bon, nous avons eu un changement de diapo, maintenant c'est la diapo numéro 2. Dans quel esprit est construite cette théorie? Il existe Galilée, Newton, Einstein, Planck, et je passe Pythagore, Euclide, Archimède, Copernic, Descartes, Kepler, etc., etc. C'est comme un gâteau avec tellement de couches que cela ne tient plus debout. Quand on essaye d'assembler toutes ces théories, on se retrouve avec un patchwork où on ne reconnaît même plus la couleur d'origine du tissu. Mais ce n'est pas grave, car si un phénomène ne peut pas être expliqué, on rajoute une pièce de tissu en plus et on continue ainsi. La physique actuelle fonctionne ainsi sans remettre à cause les bases. Le problème dans cette logique est que le scientifique explique une observation avec ses connaissances. S'il n'a pas de solution, il construira une théorie qui essayera d'expliquer ce phénomène. J'appelle ce courant matière vers esprit. C'est la matière qui domine l'esprit de l'homme. Ce courant de pensée peut être dangereux car il peut aboutir à des inventions destructives. Je vous rappelle que quand ils ont testé la première bombe A, ils savaient qu'il provoquait une réaction en chaîne, mais ils ne savaient pas quand elle allait s'arrêter. Je crois qu'il y a maintenant vraiment urgence. Depuis que l'Homo sapiens a eu besoin d'outils, il les a rêvés, imaginés, avant de les fabriquer. Au passage, une citation d'Albert Einstein. L'imagination est plus importante que le savoir. J'appelle ce courant l'esprit vers matière. Ce sont les pleins pouvoirs de l'esprit qui façonnent la matière. Je me doute bien que peu de personnes comprendront cette profondeur philosophique, mais elle est capitale pour la sauvegarde de l'humanité et la compréhension de cette théorie. Et cette compréhension est à la portée de toute personne cherchant son évolution. Auparavant, un peu d'histoire. Cette théorie a été élaborée par Richard Vial, chercheur indépendant, né en 1944 et travaillant comme technicien au laboratoire d'électronique et de physique à l'ENSET, École normale supérieure d'enseignement technique à Cachan, qui est dans la région parisienne. Il a terminé sa carrière à Bordeaux après avoir
passer avec succès des unités de valeur en électronique et physique au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers. Il a donc élaboré cette théorie vers les années 80, en faisant une publication dans un journal scientifique en 1986. Les journalistes scientifiques ont titré « Énergie de l'an 2000 ?» alors que l'Académie des sciences a conclu « Aucun intérêt scientifique !» Cet antagonisme m'a poussé d'en savoir plus. Vers 2010, un sponsor bloquait les inventions de Richard en les mettant sous licence. De plus, le Bureau des inventions a refusé de noter énergie négative alors qu'elle était constatée. Tout ceci empêchait Richard d'exploiter sa théorie comme il l'envisageait. Il a donc décidé de tout mettre en accès libre sur Internet et d'en faire profiter le monde entier. Grâce au bénévolat et au travail remarquable de quelques personnes, tout devint accessible à toute personne voulant être actrice de son avenir. L'objectif de cette présentation est de partager des connaissances. Cette théorie n'est pas figée. Elle est en évolution permanente par le biais de remarques ou d'expériences. En fait, c'est une invitation à une aventure. La compréhension est extrêmement simple et à la portée de beaucoup de monde. Les domaines d'application sont considérables. Je ne peux pas les énumérer ici tellement ils sont nombreux. Vous les découvrirez de par vous-même. Maintenant, je peux vous garantir un futur énergétique possible tout en sortant des énergies qui s'épuisent dans le respect de l'environnement et de l'humain. Rentrons dans le sujet. Comment conçoit-on la matière aujourd'hui ? Un objet, quel qu'il soit, est composé d'atomes. Ces atomes, en se combinant, forment des molécules. Si les atomes sont identiques, là par exemple oxygène plus oxygène, cela donnera un élément stable, ici l'O2, l'oxygène. Si les atomes sont différents, c'est-à-dire un atome d'oxygène plus deux atomes d'hydrogène, cela donnera un composé stable, ici qui est H2O, l'eau. Ensuite, les molécules s'assemblent pour donner une structure cristalline. Ici, nous avons une structure cubique qui est le NaCl, c'est-à-dire le sel de cuisine. Donc, la masse d'un objet sera une quantité de matière. On parlera de masse volumique. Seulement, Einstein est passé par là et, en 1905, il détermine l'énergie au repos d'une masse avec la fameuse équation E égale mc carré. La relativité restreinte fait son apparition. Il est vrai que cette équation est simplifiée. Tout ceci est détaillé dans le document. Mais que veut dire cette équation ? Si on prend le noyau d'un atome formé de protons et de neutrons, l'ensemble complet fait un certain poids. Mais si on éclate ce noyau avec une énergie extérieure en séparant chaque nucléon et qu'on pèse séparément chaque élément, quand on additionne la totalité, nous trouvons une différence de pesée. Cette différence est proportionnelle à la quantité d'énergie qu'il a fallu donner pour éclater le noyau. Cette découverte est fondamentale et l'énergie dégagée est énorme. Cela veut dire aussi qu'on peut considérer un objet par un volume de matière, mais aussi par l'énergie que peut contenir cet objet. Donc la première des choses à vérifier est cette dualité masse-énergie, mais à une échelle macroscopique. J'ai fait une série d'expériences de dualité masse-énergie qui montrent une variation de pesée entre un objet à une origine temporelle et ce même objet ayant subi une énergie extérieure. Le protocole et le compte rendu de ces expériences se retrouvent sur ce document. Première expérience. Il s'agit de déformer un tube inox, diamètre 10 mm, longueur 12 cm, avec une cintreuse de plombier. Je précise que ces tubes sont garantis par le constructeur pour des pressions supérieures à 240 bars, donc il ne peut pas y avoir d'arrachement de métal sur le pliage. J'ai simulé la grandeur énergétique extérieure par la vitesse de pliage. S'il n'y avait aucune action de l'énergie extérieure, les pesées devaient être identiques dans tous les cas.
Le pliage en 30 secondes donne une variation de pesée de 10 microgrammes. Le pliage en 2 secondes donne une variation de 170 microgrammes. Il y a une forte différence de pesée. Même si on suppose de l'arrachement de métal, cela n'explique pas cette différence de 160 microgrammes entre l'expérience 1 et l'expérience 2. Cette différence de poids dure dans le temps, puisque 2 ans après cette expérience, j'ai gardé les mêmes valeurs. J'ai fait une deuxième expérience avec une énergie thermique et avec du tube en cuivre et un chalumeau. Mais la différence énergétique est faite sur la vitesse de refroidissement. J'ai chauffé à peu près les 2 tubes à l'identique, mais un a été refroidi lentement et l'autre a été trempé dans l'eau. La perte de poids entre l'échantillon avant modification énergétique et après modification énergétique est descendue jusqu'à presque 3/10 de gramme. De plus, 2 ans après, les valeurs n'ont pas bougé. Cela veut dire que soit l'énergie a modifié la structure de masse, soit l'énergie compte dans la masse. De plus, les 2 valeurs sont différentes entre les vitesses de refroidissement lent ou refroidissement rapide. Schématisons une masse en tenant compte de cette influence énergétique. Partons sur quelque chose d'accepté et de reconnu. Pour expliquer la gravitation d'une façon générale, elle est expliquée avec l'expansion de l'univers, mais pour cela, à cause du temps et de la vitesse de la lumière, il faut imaginer un espace à 4 dimensions. C'est la solution d'Einstein qui est toujours d'actualité, et pour imaginer cet espace, il a utilisé la somme de 4 vecteurs, 3 vecteurs spatiaux, plus un vecteur vitesse multiplié par le temps. Il a nommé ceci l'espace spatio-temporel. Richard Vial a utilisé la même solution, mais en utilisant le produit d'espace. En effet, si on multiplie une longueur, dimension 1, par une autre longueur, qui est de dimension 1, cela donne une surface qui est une dimension 2, qui, si je multiplie cette surface par une longueur de dimension 1, va me donner un volume, donc une dimension 3, qui, ce volume est multiplié par une autre longueur de dimension 1, donne un espace à dimension 4. Donc, pour expliquer la gravitation dans un cas général, il a fallu qu'Einstein définisse un volume 4D, en passant par l'addition de vecteurs. Cela a donné la relativité générale avec la condition d'égalité des masses, qu'on appelle le principe d'équivalence. Mais si on accepte la définition du volume 4D de Richard Vial, la relativité générale n'a plus lieu d'exister comme elle a été définie avec l'égalité des masses. Et on va voir pourquoi. L'espace à 3 dimensions sera représenté par une sphère d'expansion de rayon R de t. L'espace à une seule dimension sera représenté par une corde d'expansion, que l'on note d de t. Je l'ai appelée corde spatiale. Richard Vial l'appelle espace fluidique. On détermine ainsi un volume 4D par le produit d'espace en fonction d'un même temps. Dans ce concept, le temps peut être considéré soit comme une dimension supplémentaire, soit comme un paramètre ou une variable extérieure au système, mais commun à tous les espaces. Nous verrons que cette conception temporelle nous obligera à quitter la relativité générale. Vous avez compris que cette représentation d'une masse est complètement abstraite et unique pour une masse considérée. Mais comment cela va-t-il fonctionner ? À un instant t, nous avons la sphère d'une masse qui a un certain volume et s'accorde une certaine longueur. La flèche du temps donne la direction. Mais une masse est intrinsèque, c'est-à-dire qu'avec le temps qui passe, il faut que la masse soit inchangée. Donc pour intégrer tout ça, si d de t diminue, alors r de t augmente. Mais comme notre temps physique croît dans une seule direction, et comme l'univers est en expansion depuis le Big Bang, alors la sphère représentant l'univers ne peut que grossir, et donc la corde ne peut que rétrécir avec le temps qui passe. Et ceci est appliqué à
toutes les représentations d'une masse quelconque, parce que le temps n'a qu'une seule direction. Pour bien comprendre, j'ai tout repris de la théorie, et comme je me suis imaginé une sphère et une corde, j'ai changé l'équation d'origine de Richard Vial, qui est le produit de R au cube multiplié par D égale K et constante. Et je l'ai noté 4 tiers de pi R au cube multiplié par D égale K constante. Une première remarque importante, le temps n'intervient pas comme dans la relativité générale d'Einstein. Ici, le temps est interdimensionnel. À partir de ce moment, on ne peut plus se baser sur les conséquences de la relativité générale. Nous pourrions considérer que cette équation de départ est une hypothèse. Or, récemment, nous avons démontré un lien et un rapprochement avec la troisième loi de Kepler. Vous trouverez les explications dans ces deux documents. Partons de l'équation de départ. 4 tiers de pi r au cube fois d égale constante. Nous avons deux variables fonction d'un temps commun. Nous pouvons dériver par rapport à ce temps. Nous trouverons une vitesse volumique, puis une accélération volumique, r seconde. Statistiquement, c'est une accélération volumique. Il y a un signe négatif, il y a une constante k, et on est divisé par le carré d'une distance, puis récemment nous faisons un rapprochement avec la troisième loi de Kepler. Nous avons tous les éléments pour faire une analogie avec la gravitation universelle de Newton, qui lie les forces attractives entre deux masses, la Terre versus la Lune, mais aussi la pomme versus la Terre. En effet, la pomme attire aussi la Terre. Les conséquences sont que nous avons une soustraction d'éléments appartenant à une quatrième dimension, représentée par une corde spatiale. Ici, sa longueur, sa vitesse et son accélération. Si nous faisons l'analogie, on peut assimiler cette valeur entre crochets à une masse. Mais ce sera une masse énergétique qu'on appellera m de d. Et dans ce cas, la constante k sera la constante de gravitation universelle de Newton, c'est-à-dire g. À partir de maintenant, on peut déduire l'unité de la quatrième dimension, la corde spatiale. d de t, elle est en kg-1 seconde-2 dans le système MKSA, mais elle peut être aussi en une distance en mètres dans un autre système. Il faut maintenant tenir compte de cette nouvelle masse qui n'existe pas en relativité générale. Faisons une représentation abstraite et complète maintenant d'une masse. Si on part de l'accélération r seconde et si on fait deux intégrations successives, on doit retrouver l'équation de départ. Seulement, quand on dérive, les constantes s'annulent. Mais quand on intègre, on doit solutionner à une constante près. La valeur de la constante d'intégration se cherche à l'origine de l'intégration. Dans la majeure partie des cas, la constante est égale à 0. Or, ici, à la première intégration, nous cherchons une vitesse. Mais nous avons un cas limite de vitesse, qui est celui de la vitesse de la lumière, qui ne peut pas être dépassé. Si la relativité générale ne s'applique pas, par contre, la relativité restreinte, elle s'applique toujours. On finit par trouver une constante, origine, R0, qui correspond au rayon constant d'une bulle qui n'est pas fonction du temps, mais aussi une longueur de corde spatiale maximum à l'origine, c'est-à-dire D0, et aussi une pulsation constante à l'origine que l'on appellera ω0. Toutes ces valeurs sont constantes pour une masse m0, et elles ne sont pas tributaires du temps. Maintenant, on représente une masse énergétique d'une façon abstraite comme définie à partir de la diapo 5. Quand on analyse tout ceci, déjà R0 a la même écriture que le rayon de Schwarzschild, qui définit la limite d'un trou noir. Ensuite, D0 est immense, très grand, de l'ordre de 10 puissance 70 à l'origine. Puis, avec la flèche du temps, elle diminue pour devenir D de t, pour que R0 augmente pour devenir R de t. La corde ne disparaît pas par magie, comme la sphère ne grossit pas par magie non plus.
Donc la seule hypothèse logique est que la corde rentre à l'intérieur du R0 pour faire sortir un fluide incompressible qui fait gonfler la sphère, et tout ceci rythmé à une pulsation oméga 0. Cette conception implique l'existence de deux univers au moins, dont la porte de communication serait le R0. Mais les conséquences temporelles sont importantes. Pour le moment, ceci est une hypothèse, mais nous rentrerons dans les détails dans la partie 3. Je rappelle que sur ces diaporamas, je ne développe pas la méthode logique de pensée. Tout ceci est détaillé dans ce document. Nous savons que la sphère est une représentation abstraite d'une masse, qui grossit avec la flèche du temps. Nous arrivons à écrire l'équation du volume de la sphère en fonction du temps. Tout le monde aura reconnu la forme d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré, et si on trace cette équation, en rouge nous avons le volume, c'est-à-dire r au cube, et en bleu nous avons le rayon de la sphère, c'est-à-dire r de t, en fonction donc du temps qui est un abscisse. J'ai pris des valeurs de constantes spéciales pour exagérer la zone autour du zéro. À cause de cette zone, on remarque que le temps est une variable qui ne se comporte pas comme notre vrai temps physique. On l'appellera donc le temps cosmologique, car avec ces courbes, le temps peut aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Cela veut dire que le temps négatif a une existence dans cette représentation abstraite. Nous y reviendrons. Remarquons déjà que nous pourrions assimiler cette sphère à l'expansion de l'univers. Dans ce cas, nous avons l'explication de l'accélération de l'expansion de l'univers, qui aujourd'hui n'a toujours pas de réponse. Quand on regarde cette représentation, nous avons un décalage de la symétrie dans des temps négatifs, la flèche orange, mais à l'origine, quand t égale 0, on a le rayon de la sphère d'expansion r de t qui est égal au rayon r0, c'est la flèche bleue. À la prochaine diapo, nous verrons les conséquences. À notre échelle, cette équation peut être simplifiée. Comme nous avons des termes g puissance 2 divisé par c à la puissance 3, cela donnera un ordre de 10 puissance moins 46, et g à la puissance au cube divisé par c à la puissance 6 donne un ordre de l'ordre de 10 puissance moins 81. Ces termes donc peuvent être négligés pour des masses à notre échelle. Dans l'ordre spatial d de t, on trouve cette équation. Sa représentation est identique. Nous avons un décalage de la symétrie dans les temps négatifs. De la même manière, cette équation peut être simplifiée. Reprenons le graphique qui définit l'expansion d'une sphère d'une masse en fonction du temps. L'équation s'écrit ainsi. Quand on remplace r de t par r0 dans cette équation, nous avons une équation du second ordre à deux solutions. Le temps cosmologique Tc égale 0 et Tc égale moins 8gm sur 3c au cube. Mais nous avons aussi une origine, une naissance, qui est quand r de t égale 0. Et cela donne une troisième valeur qui est une solution double, Tc égale moins 4gm sur 3c au cube. Ces temps sont inférieurs à 0 et définissent des limites temporelles de la bulle R0. Mais nous avons une symétrie de l'expansion de la sphère par rapport au temps cosmologique qui est égal à moins 4gm sur 3c au cube. De plus, on a vu que l'écriture de l'équation du rayon de la bulle R0 était la même qu'un rayon de Schwarzschild qui définit l'horizon d'un trou noir, donc une porte. Nous avons bien des temps positifs qui correspondent à un univers et des temps négatifs qui correspondent à un deuxième univers. La question qui se pose, où sont les temps nuls? Et que représente cette fourchette de temps autour et à l'intérieur du R0? Par contre, dans le présent, nous sommes à l'intérieur de la bulle. On est donc au travers de la porte temporelle, qui est assimilée à un trou noir. Cela veut dire que le présent englobe trois temps. Cela veut dire que pour une décision prise en ce temps présent, il y aura un futur possible, mais aussi un passé qui appartient
uniquement à ce futur. Cela veut dire qu'il y a une infinité de possibilités, mais chaque possibilité est indépendante l'une de l'autre. Elles ne peuvent pas s'interférer, donc il ne peut pas y avoir de paradoxe. On peut écrire une équation du temps cosmologique en fonction de R ou de D, et on peut ainsi reboucler sur l'équation de départ. Cela veut dire que si on modifie l'expansion de R ou la rétraction de T, alors on modifie le temps. Et je peux vous assurer qu'il ne peut pas y avoir de paradoxe. Revoyons ce schéma plus en détail. Pour les temps cosmologiques égal à 0, la sphère grossit dans l'univers 1. On assimile cette zone au futur. C'est un temps qui n'est pas encore vécu. Pour le temps cosmologique négatif, après le diamètre du R0, la sphère grossit dans l'univers 2. On assimile cette zone au passé de la masse, mais par rapport à l'univers 1. Je rappelle que nous évoluons dans l'univers 1, où les temps sont positifs, mais l'univers 2 existe dans un autre plan. Et comme il s'agit de la même masse, l'univers 2 correspond au passé de cette même masse, moment qu'elle a déjà vécu si on se réfère à la flèche du temps. Ensuite, nous pouvons faire la représentation de la sphère 1 et 2 comme deux sphères imbriquées, à part que la sphère rouge est dans l'univers 1 et la sphère bleue est dans l'univers 2. Elle a un léger retard. Ce léger retard correspond à la dimension temporelle de la bulle R0. Mais cette bulle est comprise aussi dans une fourchette temporelle, avec un centre. Cette zone ne peut être que le présent. Par contre, dans le présent, nous sommes à l'intérieur de la bulle. On est donc au travers de la porte temporelle, qui est assimilée à un trou noir. Cela veut dire que le présent englobe 3 temps. Cela veut dire que pour une décision prise en ce temps présent, il y aura un futur possible, mais aussi un passé qui appartient uniquement à ce futur. Cela veut dire qu'il y a une infinité de possibilités, mais chaque possibilité est indépendante l'une de l'autre. Elles ne peuvent pas s'interférer, donc il ne peut pas y avoir de paradoxe. Maintenant, les sphères vont gonfler chacune dans leur univers en harmonie. Mais quelle va être la force qui va pousser le tissu de la sphère de par l'intérieur? Ce ne peut être qu'un fluide, incompressible, unique, interdimensionnel et inépuisable qui fera gonfler la sphère de chaque univers. Pour déterminer l'univers concerné, il y a la pulsation oméga 0, qui est une sinusoïde qui détermine l'univers en fonction de sa pulsation. Pulsation positive, univers 1. Pulsation négative, univers 2. La quantité de fluide sera proportionnelle à la quantité de cordes qui rentrera à l'intérieur du R0. Ceci sera développé dans la partie 3. Tout ceci peut paraître très théorique, mais je vous rappelle que sur le site, il y a des expériences qui démontrent tout ceci. D'ailleurs, une distorsion temporelle de 2 minutes 30 secondes a été mesurée sur des chronomètres analogiques et numériques avec une expérience qui a duré 27 minutes. Résumons. Nous avons imaginé une masse, non pas seulement comme une quantité de matière, mais aussi comme une quantité énergétique en 4 dimensions sous une représentation abstraite de sphères. Ceci nous a conduit à l'existence de 2 univers temporels, et chaque sphère imbriquée, représentant la même masse, évolue dans 2 univers d'une façon identique, mais légèrement en décalage de l'une par rapport à l'autre. Chaque sphère grossit grâce à la poussée d'un fluide, dont la sortie est rythmée par la rétraction d'une 4e dimension appelée corde spatiale D de T. Les conséquences peuvent être des effets temporels, mais aussi des effets mécaniques que nous verrons dans la partie 2, et aussi des effets électromagnétiques que nous verrons dans la partie 3, et peut-être d'autres effets déjà remarqués, mais que nous n'avons pas encore expliqués, car cette théorie reste ouverte. Cette théorie s'applique sur des grosses masses comme des planètes, des galaxies ou l'univers tout entier.
sur des masses moyennes, c'est-à-dire des masses à notre échelle, mais aussi sur des petites masses, des cellules, de l'origine de la matière, de l'atome, un électron, une particule élémentaire, etc. Il n'y a aucune restriction. Nous ne sommes pas limités par la relativité générale. Cependant, la relativité restreinte doit être appliquée. La relativité restreinte impacte le temps et la masse, avec la condition relativiste de vitesse que l'on appelle la transformation de Lorentz. Donc la dimension d de t devient un d relativiste de t. L'important de cette théorie, c'est qu'elle ne remet pas en cause les physiques existantes. Au contraire, on se sert de ce qui est déjà acquis. On s'éloigne uniquement de la relativité générale et on démontre pourquoi. Ce n'est qu'une autre approche, une autre vision de la masse. Voici Richard Vial lors d'une présentation de sa théorie dans un salon. Voici aussi une des expériences qui démontre l'existence de la masse négative que nous allons aborder dans la partie 2. Ce lien vous guidera vers les vidéos d'expérience. Voici un autre appareil qui démontre l'énergie négative. Nous l'avons appelé le générateur en U, qui permet à un système de consommer moins quand on est sous une charge plutôt que quand on est au repos. Ce lien vous guidera vers des vidéos pour voir les expériences. Un autre type de générateur, qu'on appelle le générateur hélicoïdal, qui donne des effets très surprenants mais qui sont expliqués par cette théorie. Grâce à ce générateur, une expérience de modification de la gravitation locale, mais aussi une preuve par l'expérience d'une modification de la germination des plantes, que je n'ai pas posé en photo, et encore beaucoup d'autres projets. Cette théorie reste ouverte. D'autres configurations ont été tentées et réalisées, mais il est primordial de savoir où l'on se dirige, car des accidents de très haute tension peuvent arriver. Je remercie particulièrement toutes les personnes ayant prêté leurs images et leur aide qui sont insérées dans cette vidéo. Avant de passer à la partie 2, je rappelle que cette théorie est en open source. Il est impossible de commercer avec cette théorie. Cela est beaucoup trop important pour l'avenir de l'humanité. Par contre, toutes les innombrables applications pouvant découler de cette théorie peuvent être la propriété de n'importe quel inventeur. C'est le principe théorique qui doit rester libre d'accès et d'exploitation. Toutefois, aucun brevet ne doit bloquer l'exploitation de cette théorie. S'il s'avérait qu'un appareil unique dans sa conception, déclaré utile à la société, ne doit pas bloquer sa reproduction. Une simple modification de l'original doit permettre sa reproduction et sa diffusion. Actuellement, toutes les expériences accessibles sur les différents sites sont du domaine de la recherche. Aucun brevet ne doit entraver l'évolution de cette recherche. Vous aurez accès à tous les documents et expériences en cours sur les différents sites. L'objectif est vraiment de travailler ensemble pour un meilleur avenir. Je vous remercie d'avance pour votre participation. Bonsoir.